Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde Transmettre son entreprise. Table ronde organisée par la CPME Calvados en collaboration avec la CCI. Et donc, autour de cette table, nous avons différents intervenants. Je vais commencer par Agathe, honneur aux femmes. Agathe de Pantoux, qui est avocate associée au sein du cabinet Voca Conseil à Caen. Agathe a une activité d'avocat conseil, c'est-à-dire qu'elle accompagne les dirigeants d'entreprise tout au long de la vie de leur société, que ce soit en termes de création, questions juridiques, tout au long de la vie de la société, et puis bien sûr la partie transmission d'entreprise, restructuration. Nous avons Manuel Boulan, qui est conseiller transmission reprise à la CCI de Caen. Alors, Manuel, après plus de 10 ans d'accompagnement de TPE sur les sujets liés au numérique, à l'innovation et au développement d'activités de façon générale, Manuel a rejoint la CCI Normandie en 2014 pour se consacrer à la transmission et à la reprise d'entreprise. Donc, c'est votre interlocuteur privilégié, je dirais, à la CCI concernant ces questions de transmission d'entreprise. Et puis, nous avons François Gatté, qui est associé au cabinet Stratégie Patrimoine. Donc, depuis 15 ans, François accompagne les dirigeants d'entreprise dans l'élaboration de leur stratégie patrimoniale et la gestion de leur épargne. Fort d'un département juridique, le cabinet Stratégie Patrimoine accompagne ses clients notamment au moment de la cession de l'entreprise et le cabinet est consulté sur l'optimisation de celle-ci, que ce soit sur des aspects fiscaux ou sociaux. Et puis, pour terminer, nous avons André Festou, qui est président de la CPME Calvados et qui intervient aujourd'hui en tant que témoignage d'une session, et on va dire d'une session réussie, puisque le thème, c'est 100% des réussites sont des projets préparés. Et donc, André nous fera part de son expérience. Je termine par moi-même. Donc, Michael Blondel, j'interviens ici en tant qu'élu de la CCI et puis membre de la CPME Calvados en tant que chef d'entreprise. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'idée, c'était de faire intervenir plusieurs intervenants qui sont autour de la transmission d'entreprise et puis de voir avec eux comment on pouvait organiser sa transmission pour que ce soit une transmission réussie. Avant de regarder cet aspect, je dirais, pratique de la transmission, on souhaitait faire un petit état des lieux de la situation des transmissions d'entreprises. Et puis, la CCI de Normandie a fait un sondage il y a quelques temps sur ces questions de transmission. Donc, Manuel, est-ce que vous pouvez nous présenter les résultats de ce sondage et nous donner quelques éléments chiffrés sur ce qu'est la transmission aujourd'hui d'entreprise? Merci Mickaël. Oui, donc effectivement, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'actions qui s'appelaient France Relance. Et effectivement, avec CCI France, on a souhaité aussi apporter un certain nombre d'actions concernant la transmission d'entreprise. Et donc, ça s'est appelé France Relance Transmission. Et ça s'est traduit en fait par une enquête qu'on a réalisée au cours des derniers mois auprès d'un panel de chefs d'entreprise. C'est la continuité en fait d'enquêtes qu'on fait assez régulièrement, qui sont, on va dire, permanentes à l'échelon national. Et l'idée, c'était de faire un point justement sur 2021 de ce qu'était l'état de la transmission d'entreprise en France. Donc là, vous avez ici à l'écran quelques informations qui sont issues de cette enquête. Bon, je vais aller assez vite sur les diapos de façon à avoir un portrait assez général. Donc, par exemple, à
quelle échéance pensez-vous transmettre? Sur les personnes qui ont répondu, qui étaient à peu près 1000 personnes. Donc, la grande majorité des personnes ont répondu que le moment pour transmettre était dans les 5 ans qui venaient. Donc, effectivement, ça va faire partie justement des sujets qu'on va aborder ensemble, puisque un projet de transmission, ça se prépare quand même assez longtemps à l'avance. Et donc, effectivement, le résultat de cette enquête montre bien qu'on est dans cette dynamique de vouloir aller vers une préparation assez importante du projet de transmission. Sur la deuxième information, pour quelles raisons envisagez-vous de céder? Alors forcément, on s'y attendait un petit peu aussi. La principale raison, la principale motivation pour céder son activité, c'est bien évidemment le départ à la retraite. Mais pas que. On voit apparaître de plus en plus des projets de transmission qui sont pour des raisons autres que celles de partir à la retraite. Donc, ça peut être notamment des changements d'activité, puisqu'il y a une certaine maintenant, je dirais, mouvance en fait des chefs d'entreprise qui gèrent leur activité pendant un certain temps et qui, à un moment donné, se disent bon, bah voilà, je pense avoir fait le tour et là, je vais transmettre. Autre question qui a été posée, êtes-vous aidé dans votre transmission d'entreprise? Donc là, effectivement, on retrouve les conseils habituels des réseaux consulaires, mais aussi des cabinets d'expertise comptable qui sont très souvent l'oreille attentive des chefs d'entreprise, et puis également des cabinets spécialisés, des experts qu'on a ici avec nous. Et alors, qu'avez-vous fait pour préparer votre transmission? Donc là, c'était aussi un petit peu pour introduire le sujet qu'on va aborder aussi ensemble. Mais les sujets concernent justement la valorisation de l'entreprise, la préparation du projet, la recherche de repreneurs, etc., etc. Deux dernières informations. Quelles sont les craintes ou les obstacles qui sont rencontrés par les chefs d'entreprise? Alors, bon, la première réponse du graphique à gauche, c'était aucun obstacle. Bon, tant mieux. Mais le premier obstacle qui est rencontré par les chefs d'entreprise, c'est quand même la recherche de repreneurs. À savoir la question, comment je fais pour trouver un repreneur. Alors ça, c'est ce qui est indiqué par le chef d'entreprise, mais derrière, donc c'est ce qu'on va voir, j'imagine, sans doute ensemble aussi ce matin, c'est qu'il y a d'autres problèmes techniques aussi qui sont bien entendu à prendre en considération avant la recherche d'un repreneur. Et puis enfin, à qui envisagez-vous de vendre? Donc, dans une grande majorité des cas, plus de 50%, c'est l'idée de vendre son activité à un tiers, une tierce personne, personne physique ou personne morale. Et puis, on a en résultat aussi, alors à vendre son entreprise à l'un de ses salariés ou à un membre de sa famille, donc qui correspond à un peu moins de 50% pour l'un et l'autre. Voilà ce que je peux vous dire en introduction. Ok, mais merci Manuel pour ces éléments. Nous allons opérer autour de la table avec des questions assez générales. Et puis l'idée, c'est que nos différents experts ici puissent vous donner leur ressenti, leur expérience sur ces différents éléments. Et pour faire suite justement à ce questionnaire, la première question, ce serait à quel moment le chef d'entreprise doit se poser la question de la cession de son entreprise, à quel moment ça peut être opportun pour lui de céder cette entreprise. Même si on a vu tout à l'heure, la réponse la plus courante, c'est la retraite, mais il n'y a peut-être pas que la retraite. Donc là, vous prenez la parole. Oui, effectivement, bonjour à tous. La retraite, c'est un sujet, mais même quand c'est un départ pour préparer sa retraite, ça s'anticipe. Alors, on a eu un débat sur combien de temps avant, il n'y a pas une règle, mais si je prépare ma retraite, est-ce que j'ai envisagé le montant des revenus dont j'aurais besoin? Est-ce que j'ai envisagé la fiscalité de la cession? Départ à retraite, c'est une chose, mais est-ce que je cherche un prix, un simple repreneur? Auquel cas il y a quand même des sujets qu'on verra après pour cleaner sa boîte et qu'elle soit prête à la cession. Mais c'est également est-ce que je veux vendre, est-ce que je veux transmettre? Est-ce que je prépare ma retraite en envisageant une transmission à des salariés, en envisageant à des associés qui sont déjà avec moi, en envisageant, voilà, il y a plusieurs types. Donc, céder pour la retraite ou quel que soit le mode de cession, ça s'envisage avec son environnement patrimonial. Est-ce que je compte sur ce capital pour vivre plus tard? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je vends
pour passer à une autre activité, auquel cas il y a des dispositifs qui évitent ou qui tempèrent la plus-value sur votre session, ce qui vous permet de vous réaffecter à une autre activité le cas échéant. Donc voilà, il y a plusieurs sujets, c'est pas la simple session, c'est dans la session d'une entreprise, c'est la mutation d'un patrimoine professionnel vers un patrimoine privé. Et donc, ça s'anticipe suffisamment à l'avance. Moi, je dis une dizaine d'années, mais ça doit être une déformation. Voilà, je vois des mots, des sourires, mais ça s'anticipe. Le délai il est propre à chacun. Mais on a aussi des sessions qui, parfois, n'étaient pas prévues. Et si on s'est préparé suffisamment à l'avance, eh ben, on les anticipe quand même mieux et on le vit mieux. Et c'est plus facile de prendre une décision quand on a déjà mesuré un certain nombre d'aspects de sa session à venir. Voilà. Alors effectivement, vous voyez là à l'écran les différentes étapes de la transmission. Et la première étape était justement cette préparation patrimoniale. Donc dans l'absolu, on pourrait très bien imaginer que la préparation de la transmission de l'entreprise se démarre dès la création de l'entreprise par le choix de la structure juridique, puisque au moment où je vais me poser la question de la cession de l'entreprise, je vais me poser la question de qu'est-ce que je vends, c'est-à-dire je viens voir les différents experts sur cette question de la transmission, mais je veux vendre quoi? C'est-à-dire je vends un fonds de commerce, je vends des parts d'une société, voilà, dans l'entreprise, il peut y avoir plusieurs activités. Qu'est-ce que je vends? Alors là, quel est le conseil, quelle est l'approche que vous avez, vous, par rapport à cette question? Alors, qu'est-ce que je vends? C'est effectivement une question qu'il faut se poser très vite. Est-ce que je vends toutes mes activités? Est-ce que j'en vends que certaines? Et quand bien même je vendrai tout, suivant la typologie de votre activité, de votre structure, est-ce que je vais vendre des titres de société? Est-ce que je vais vendre un fonds de commerce? Est-ce que je vais vendre qu'une marque, puisque le reste n'aurait pas de valeur? Et tout ça doit être préparé en amont, travaillé, et ça va guider les modes de cession. Et il faut que vous sachiez à quoi vous attendre. Par exemple, si vous vendez les titres de votre société, avec un peu de chance, vous restez garant de votre société pendant un petit temps après, ce qu'on appelle la garantie de passif. Et donc, il faut vous y préparer et ne pas avoir prévu vouloir disposer de 100% de ces fonds tout de suite, puisqu'on va demander d'en bloquer un petit peu. Enfin, voilà. Donc, en fait, les schémas juridiques doivent être guidés en fonction de vos souhaits opérationnels. C'est d'abord qu'est-ce que vous voulez vous? Ne vous préoccupez pas de la qualification juridique. Qu'est-ce que vous voulez vous? Et puis après, vos conseils vous diront, ben voilà, dans votre cas, c'est telle ou telle opération que je vous recommande, mais effectivement, ça se prépare là aussi en amont. Alors, c'est pas 10 ans avant, peut-être pas, mais assez tôt quand même, surtout si vous voulez bénéficier de régimes fiscaux de faveur. Il en existe pas mal. Il y a pas mal de dispositifs fiscaux qui vous permettent une sortie plus favorable, et certains nécessitent d'avoir opté pour une structure juridique bien définie et en amont. Donc, il faut vraiment, quand vous commencez à penser à la sortie, interrogez vos conseils pour déjà vous mettre en ordre de marche. Oui, si je peux revenir un petit peu sur la première question, du coup, Michael, et faire aussi un peu le lien avec cette question sur la préparation du projet. Moi, j'aurais presque envie de dire que pour un chef d'entreprise, arriver à un certain nombre d'années d'activité, il faudrait presque qu'il soit prêt à céder son activité au moment où ça arrive, en fait, hein, puisque à quel moment on vend son activité, il peut y avoir une raison qui est le fait de recevoir une offre que j'aurais envie de dire qu'on ne peut pas refuser, puisque ça constitue une opportunité pour un repreneur et donc du coup une opportunité aussi pour une reprise. Donc quelque part, effectivement, quand
quand on est chef d'entreprise, j'aurais tendance à dire, plus on est préparé à cette éventualité, mieux c'est quelque part. Donc c'est peut-être même une sorte de préparation continuelle, en fait, de se dire, bon, bah, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai quelqu'un, un contact qui va se faire avec un industriel, avec un confrère, un concurrent qui va me solliciter, qui va me dire je suis intéressé par ton activité. Et dans ce cas-là, dans ce contexte-là, ça veut dire que il faut effectivement être préparé. Ouais. Ça vous portera jamais préjudice de vous être préparé, en fait. Alors que l'inverse, ne pas vous être préparé, vous avez quand même toutes les chances de ne pas pouvoir bénéficier des meilleures options. Donc, faut vraiment vous interroger. Et puis même, comme le disait François au début, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Comment vous vous êtes préparé à votre retraite? Est-ce que vous savez ce que vous allez percevoir à la retraite? Tout ça, ça s'anticipe et ça va guider aussi peut-être le moment où vous allez céder, la manière dont vous allez céder, etc. Alors justement, André, tu peux peut-être intervenir sur cet aspect-là, sur cet aspect de timing. Tu as vendu il y a quelques mois. Vu ta tête, tu n'es pas parti en retraite, tu es encore très jeune. Donc, c'est-à-dire que j'ai cédé l'entreprise, je n'ai pas encore cédé la présidence de la CPME. Donc ça va m'occuper un petit peu encore. Non, mais j'étais intéressé par ce qui venait d'être dit parce que ça a été un peu mon état d'esprit, moi, depuis le début. Et j'ai toujours appelé ça plutôt l'analyse de marché. Donc, effectivement, j'ai créé mon entreprise en 2008. Donc, tout de suite derrière, il ne s'agissait pas de vendre. Mais je me suis très vite intéressé à l'évolution du marché. Le marché, on le regarde dans ce qu'il peut nous apporter en termes de stratégie commerciale, comment on peut faire évoluer la société, comment on peut la développer, mais aussi... c'est le marché nous indique si à un moment donné il y a des tendances qui font évoluer notre métier positivement ou négativement. Donc moi c'est quelque chose que dont j'ai tenu compte très très vite. Je vous disais, j'ai créé mon entreprise en 2008. En 2009 ou 10, j'avais reçu un courrier, alors vraiment très anodinement, d'un cabinet qui s'appelle le cabinet Oris à Paris, qui sont des gens qui sont spécialisés dans les métiers de l'intérim, puisque mon activité, c'est l'intérim. J'ai vendu 4 agences en Normandie. Et pendant 10 ans, j'ai discuté avec ces gens-là. Donc, vraiment sur l'évolution du marché, ce qu'il allait devenir. Il y a à peu près 6 ans, j'avais déjà eu des velléités pour vendre. Alors après, effectivement, il y a plusieurs raisons. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'intérim, donc à un moment donné, il y a peut-être un peu d'usure, on a envie de partir vers autre chose. Mais il y a 6 ou 7 ans, c'était trop tôt pour moi. D'abord parce que le marché, en l'occurrence, la question du marché ne le justifiait pas. On était encore sur des activités qui étaient portées vers la croissance. Par contre, quand j'ai pris cette décision en 2020, la discussion qu'on a eue avec le cabinet Oris, et là on s'est rejoint, c'est de se dire le marché se tend en termes de qualification. Dans vos entreprises, vous le vivez tous aujourd'hui, trouver de la compétence, c'est très très compliqué. Imaginez pour nous dans l'intérim, c'est exactement pareil, sachant par ailleurs que nous, la compétence, vous la CDIsez chez vous. Donc, moi, tous les ans, j'avais à peu près 50 à 60 collaborateurs à renouveler. Donc, c'est un peu la limite du système quand on est en forte tension comme ça. Le marché se digitalise beaucoup. Et là aussi, ça amène à des changements vraiment structurels de notre métier. Donc, moi, la décision, elle a toujours été anticipée et par rapport au marché. Donc, ça, c'est le premier point et qui rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que je n'ai jamais voulu m'enfermer dans un formatage et me vendre à la retraite. Pourquoi? Je ne sais pas, d'abord, c'est quoi la retraite aujourd'hui? 62, 65, 70 ans pour des dirigeants d'entreprise. Moi, je ne sais pas ce que c'est la retraite aujourd'hui. Donc, et puis, ça ne m'intéresse pas, à vrai dire. Donc, et c'est assez rigolo, d'ailleurs, parce que la vente aujourd'hui que j'ai faite, donc moi, j'ai 57 ans, tout le monde me met à la retraite. Donc ça a le don de m'énerver un petit peu. Non, mais comme quoi on est formaté. C'est pour revenir sur ce que vous disiez, on est vraiment formaté par rapport à ça. Et moi, ça n'a jamais été mon chemin. Clairement. Ouais, exactement. Comme l'entreprise, pour moi, j'étais salarié pendant 17 ans. L'entreprise, ça fait partie de mon parcours professionnel. C'est pas quelque chose de plus important que ça, mais encore une fois, c'est chacun qui réagit par rapport à ça. Ça a été les plus belles années de ma vie professionnelle, mais ce n'est pas un but en soi.
Et puis, à la rigueur, c'est vrai que par rapport au chef d'entreprise aussi, ce souhait de vouloir céder son activité, c'est aussi le fruit d'une réflexion importante quand même, parce que c'est pas une mince affaire quand même de céder son activité. Donc, il faut aussi vendre au moment où on est prêt à vendre aussi. Il ne s'agit pas de se dire, bon voilà, je vais chercher un repreneur, éventuellement rencontrer des candidats, je vous le dis parce que je le vis de temps en temps, ça. Et puis, à un moment donné, quand les choses se précisent, et quand le chef d'entreprise s'aperçoit qu'il va être à quelques pas de la cession de son activité, parfois, et même assez régulièrement, le chef d'entreprise fait machine arrière et puis il choisit finalement de ne pas céder son activité parce qu'à un moment donné, il s'aperçoit que finalement, sa vie, c'est aussi dans l'entreprise et que finalement, demain, quand il aura cédé, il va avoir d'autres activités. Et s'il n'est pas préparé à la suite de ce qu'il va faire après la cession, ça peut être un peu compliqué. Je veux juste aussi peut-être alors être un peu terre à terre quelque part pour continuer. Puis après, je ne vais pas monopoliser la parole, pardon. Mais il y a aussi des choses peut-être un petit peu concrètes du genre on cède l'entreprise à un moment donné où l'entreprise est vendable aussi. Donc ça veut dire que là, on en revient aussi à la préparation. Et quelque part, plus elle est vendable, plus on est en situation de bien la vendre quelque part. Donc il faut aussi avoir ça en tête pour le chef d'entreprise, c'est de se dire, là, au jour d'aujourd'hui, si j'ai fait les diagnostics dont on va parler tout à l'heure, là, je m'aperçois que c'est le bon moment pour vendre mon activité. Et si on parle d'un point de vue, on va dire, purement financier, il faut aussi se dire, quelque part, je peux vendre maintenant parce que l'activité de mon entreprise fait que le repreneur, quand il va s'installer, il va pouvoir générer suffisamment de rentabilité pour rembourser un emprunt. Donc voilà, c'est toujours plus facile et mieux de vendre quand la situation économique de l'entreprise ou son avenir, ce que vous disiez, Monsieur Festou, hein, c'est l'avenir du secteur d'activité aussi, est plutôt favorable. Et si effectivement vous êtes dans l'obligation, parce que ça c'est une autre raison aussi de céder son activité, le fait d'être obligé de céder pour cause de difficultés économiques, là c'est forcément un peu plus compliqué aussi. Alors, effectivement, à partir du moment où on a pris la décision de vendre, qu'est-ce qui va faire que cette cession sera réussie ou pas? Et vous voyez effectivement à l'écran plusieurs étapes. Alors, est-ce qu'on peut venir sur ces différentes étapes qui vont faire en sorte que ma cession sera réussie à partir du moment où j'aurai décidé de vendre, que ce soit le fonds de commerce, que ce soit les parts de la société? Qu'est-ce qui va faire quelles sont les étapes qu'il faut que je respecte pour avoir une session qui soit réussie? Alors, on parle de première étape, diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces sujets de diagnostic? Vous battez pas. Non, on ne va pas se battre, on va se compléter. Les diagnostics, ça va consister en quoi? Alors, pour bien présenter votre entreprise et donner envie à un acheteur de l'acheter, et surtout, vous, être l'esprit tranquille sur votre vente, il faut que vous ayez tout préparé. Tu disais tout à l'heure, bien cleaner votre entreprise. Effectivement, prenez le temps de remettre d'équerre tout ce qui peut-être avait été laissé. Voilà, vous faites comme vous pouvez, on ne peut pas être sur tous les fronts. Quand on passe en mode transmission, on se remet au carré sur tout. Le social doit être impeccable, la compta, les stocks, les créances clients, enfin, on ne laisse pas traîner dans les comptes des vieux nanars qui, on n'a jamais trop fait attention, mais c'est dans les comptes. Quand vous allez présenter les comptes à votre acquéreur, en général, au moins 3 ans de bilan, il faut qu'on ait les comptes nickel. Donc, si vous y êtes pris 5 ans à l'avance, par exemple, vous avez eu le temps de nettoyer vos bilans. Je dis nettoyer, voilà, on remet ça propre. Après, il y a tout ce qui est opérationnel. Comment est le bâtiment si vous exploitez dans un bâtiment? Comment est votre parc informatique? Votre parc machine? Voilà, il faut tout auditer et si possible, évidemment, tout remettre d'aplomb.
Si vous n'en avez pas la possibilité parce que financièrement c'est trop coûteux ou que ça nécessite des compétences que vous n'avez pas envie de mobiliser, ok, vous en êtes au courant, on en informera l'acquéreur également et ça aura éventuellement un impact sur le prix. C'est pas grave de ne pas avoir pu tout remettre d'équerre, il faut juste le savoir et accepter d'en tirer les conséquences, soit en termes de prix, soit en termes de garantie. Je reviens à la garantie de passif, mais vous savez par exemple qu'avec un salarié, c'est compliqué. Vous n'allez pas pouvoir remettre les choses au carré avant la cession. Bah, vous savez que sur ce salarié, vous avez un risque social. Il est mesuré, vous l'intégrez dans votre garantie de passif et vous êtes serein parce que vous avez prévu qu'avec ce salarié, potentiellement, on s'expose à un risque ou à un autre risque, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir au maximum tout remis d'équerre. Et ce que vous ne pouvez pas, vous êtes bien au courant. L'acquéreur est au courant aussi et on en tire les conséquences sereinement. Moi, mon métier, c'est de vous aider à tout anticiper et surtout à avoir une session sereine. On encadre les choses dans les actes, on prévient, on prévoit ce qui se passe si jamais ça tourne mal, mais on est serein parce que tout est écrit et on sait que ça va se passer comme ça, que potentiellement je peux être appelée en garantie. Donc, il faut vraiment, sur tous les sujets, faire les audits comptables, sociaux, fiscaux, opérationnels, parc machine, immobilier, sécurité incendie, extincteur, enfin, voilà, peu importe, suivant vos activités, ça va être des choses différentes, mais il faut avoir fait un bilan de tout ça. Ça permet également de se familiariser avec l'évaluation qu'on aura de son entreprise. On a souvent une idée, ma boîte vaut autant. En fait, elle vaut deux choses. Elle vaut ce que les diagnostics vont mettre en avant, le bail, la durée de bail, etc. Mais elle vaut aussi ce que le marché présente. Et le marché, il évolue. Je peux parler juste de notre exemple. C'est un métier réglementé. Dans les modes de transaction qui nous concernent, le poids du compliance, de tout l'aspect réglementaire, est de plus en plus important. Donc, si on est resté sur des valorisations d'hier, eh ben, on peut déchanter. Et ça, les experts qui vous accompagnent sur ces sujets-là, ben, ils sauront vous sensibiliser. Il y a ce que vous estimez que votre boîte vaut, mais il y a ce qu'elle vaut réellement. Et il peut y avoir un écart sur les sujets que vous ne maîtrisez pas si vous ne posez pas ces questions-là autour de l'ensemble des diagnostics essentiellement sociaux. Voilà. Dans la préparation également, et là ça s'anticipe, c'est quelle est votre place dans l'entreprise et comment tournerait l'entreprise sans vous? Ça, c'est une vaste question. On est plutôt donc sur la notion de l'homme clé ou ce genre de choses. Et dans ce cas-là, il faut que je fasse quoi si c'est moi qui suis l'homme clé aujourd'hui? Soit vous pariez sur le fait de retrouver quelqu'un qui sera le nouvel homme clé et qui ne vous impute pas ce côté vous êtes l'unique à tenir l'entreprise à bout de bras, soit vous vous organisez. Alors, par exemple, si c'est vous, dirigeant, qui assumez tout le pan commercial, c'est un petit peu gênant parce que demain, vous n'êtes plus là. Donc, les clients, ils ne connaissaient que vous. Ils ne connaissaient personne d'autre dans l'entreprise. Et donc, ça peut être difficile. Et pour votre acquéreur, ça fait très peur parce que s'il n'arrive pas à recréer le même contact avec les clients, il se dit j'ai une perte de chiffre d'affaires phénoménale. Donc peut-être faire monter en compétence un commercial qui peut passer directeur commercial ou intégrer quelqu'un qui va gérer tout ça. Si c'est vous qui faites tout l'administratif, toute la compta, tout ça, peut-être vous staffez, vous structurez avec vos équipes pour que ces missions-là puissent être déléguées en interne. Idéalement, mais après on est dans un monde, nous, toujours idéal, après on fait ce qu'on peut, mais il faut que la boîte, elle tourne sans le dirigeant. Allez, bonne chance. Effectivement, la valeur, elle dépend vraiment de l'autonomie de l'entreprise et ça peut permettre dans la transmission, et puisqu'on parlait des difficultés tout à l'heure de recrutement, ça peut permettre aussi d'intégrer, de tranquilliser votre transmission éventuelle et d'intégrer des gens au projet de l'entreprise. Le directeur commercial peut devenir aussi un associé, il peut devenir un futur repreneur, c'est-à-dire que vous pérennisez vraiment la valorisation de votre entreprise, mais vous pérennisez aussi sa transmission. Donc, vous n'avez pas de contrainte en fait à vous poser ces questions-là, d'organiser, et organiser, ça s'anticipe. Votre directeur, votre commercial ne peut pas devenir directeur commercial comme ça parce que vous le décidez et le mois prochain, ça repose sur lui. Il faut qu'il soit monté en compétence, comme le disait Agathe.
que vous l'ayez accompagné et qu'il soit vraiment autonome. Sinon, l'entreprise repose toujours sur vous. Oui, justement, je voulais rebondir sur cette question de l'homme clé parce que c'est exactement ça. En fait, ça s'anticipe aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a déjà cheminé sur le fait de pouvoir vendre demain, il faut qu'on ait intégré ça. Moi, je suis sur une activité de management à distance et pour le coup, ça m'a aussi un peu aidé justement à déléguer auprès de chaque responsable d'agence et à leur donner tout le pouvoir commercial à un moment donné. Alors, on a un rôle stratégique sur les gros clients qui ne diminue pas, mais leur donner la capacité à bien gérer leur entreprise, c'est quelque chose d'hyper important. Et d'ailleurs, au moment de la vente, ça a été la première question. Vous faites quoi dans l'entreprise, Monsieur Festou? Quel est votre rôle dans l'entreprise? Et si on vous rachète demain, il se passe quoi sans vous? Voilà. Et donc, nous, il a fallu qu'on leur donne les preuves. Et quand je dis donner les preuves, voilà, ils nous ont vraiment chatouillé sur le sujet, de façon à se rendre compte que moi, commercialement, si je n'étais plus là, à Rouen, à Saint-Lô, à Vire ou à Caen, ça continue à tourner. Donc, effectivement, c'est un point très, très important. Et puis, je voulais revenir aussi sur ce que vous aviez abordé au niveau de la préparation mentale. Et je pense qu'effectivement, là aussi, c'est très, très important. Moi, j'ai connu, je vous l'ai dit, 2 temps. Une première fois où bah, j'étais pas prêt de toute façon à partir de mon entreprise. J'ai rencontré le cabinet Horis, on a discuté. 8 jours après, j'étais reparti à fond les ballons. Et pendant 5 ans, j'ai continué à gérer mon entreprise. La deuxième fois, j'avais fait ce travail de préparation avec mes collaborateurs. J'avais vraiment bien mûri les idées que je pouvais avoir ou l'analyse que je faisais du marché. Et sur ce deuxième temps-là, quand j'ai décidé de vendre, sincèrement, l'idée, c'était clair, c'était acté, et je ne me suis jamais retourné, quoi. Ça a été quelque chose qui était complètement intégré. Pas du tout. Et en plus, on avait permis à l'entreprise de performer encore plus, pour répondre à la question de la performance et de la rentabilité de l'entreprise, puisque pendant ces 5 années-là, on a continué évidemment à la développer. On a mis de l'ISO 9000, enfin bref, on a fait un certain nombre de choses qui ont donné de la force et qui nous ont permis d'être encore meilleurs et qui, pour le coup, ont beaucoup, beaucoup aidé à la fois à la valorisation de l'entreprise et puis à rendre plus facile la vente auprès du repreneur. Pour continuer sur cette notion de valeur, je vais juste donner les grands groupes de valorisation, enfin de méthodes de valorisation d'entreprise pour comment dire, la première des méthodes, c'est de dire l'entreprise vaut ce qu'elle possède. Donc c'est une méthode qui est beaucoup utilisée dans les cabinets comptables. Donc en gros, quand vous connaissez sans doute ce qu'est un bilan d'entreprise avec un actif, un passif, en gros l'entreprise vaut son actif, donc ce qu'elle possède, moins ce qu'elle doit, c'est-à-dire les dettes. Ça, c'est la première grande méthode de valorisation d'entreprise. Ensuite, vous avez la méthode de dire l'entreprise vaut ce que des entreprises du même type que la mienne valent. Donc là, l'idée, le principe, c'est de dire on va regarder quelles ont été les transactions qui ont été réalisées avec des entreprises du même type que celle du chef d'entreprise et on va voir à quel montant elles ont été vendues. Donc ça, c'est une façon aussi de valoriser l'activité. Vous avez une troisième méthode qui est de dire l'entreprise vaut ce qu'elle rapporte. Donc là, ça fait référence à l'ensemble des méthodes liées à de valorisation, liées à la rentabilité de l'entreprise. Donc voilà, alors on peut dire dans certains secteurs d'activité, l'entreprise vaut 3,75 fois l'excédent brut d'exploitation retraité, par exemple. Ou alors l'entreprise vaut 6 fois la capacité d'autofinancement. Donc ça, c'est un ensemble de méthodes qui sont basées sur la rentabilité de l'activité. Et c'est quelque part la méthode qui est à privilégier parce que c'est celle qui est employée par les repreneurs et qui est regardée par les partenaires bancaires aussi. Alors, l'entreprise vaut ce qu'elle rapporte et ce qu'elle rapportera aussi demain. Il y a aussi l'avenir qui est regardé. Et puis, donc là, c'est la troisième. Je dois en oublier une. Il y a la méthode fiscale, on va dire, qui existe aussi, qui est une sorte de condensé entre ce que l'entreprise vaut d'un point de vue de son patrimoine et ce que l'entreprise vaut également du point de vue de sa rentabilité. Donc, il y a une sorte de mélange des méthodes.
Tout ça pour vous dire que des méthodes de valorisation d'entreprise, il y en a pas mal. On peut appliquer à ça beaucoup de calculs. Et au final, ce qu'on fait, c'est qu'on a une fourchette de valorisation. On finit par se dire l'entreprise peut valoir entre temps et temps. Et parfois, pour le voir très régulièrement, on peut être très surpris des écarts qu'il y a entre les méthodes. Ça peut aller du simple au double, voire au triple, au quadruple. C'est pas rare de voir ce genre de choses. Et puis au final, ce qui fait la transaction, c'est le prix de vente. Et le prix de vente, lui, des fois, peut être peut ne pas être corrélé à la valorisation de l'entreprise qui a été faite. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vendre votre entreprise à un prix supérieur à ce qu'elle a été valorisée, ce qui est plutôt pas très fréquent, on va dire. Mais vous pouvez aussi très bien vendre votre entreprise bien moins cher que ce qu'elle a été valorisée parce que on est sur le marché de la loi de l'offre et de la demande. Donc, si vous avez peu d'acquéreurs en face, voilà, ça va être plus compliqué de négocier. Donc, si je comprends bien, en fait, il va y avoir plusieurs méthodes pour calculer la valorisation de mon entreprise. Ça va me donner un résultat, mais c'est pas pour autant que ce sera dans cette fourchette-là que ce sera vendu. Ça dépendra du marché, ça dépendra aussi des éléments que vous avez évoqués tout à l'heure, qui sont des éléments, je dirais, extrinsèques, comptables, liés aux différents diagnostics, aux méthodes que vous utilisez, que vous avez pu utiliser ou au management que vous avez pu mettre en place pour apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Et au final, c'est la négociation avec mon potentiel acheteur. Et donc, on peut se poser la question aujourd'hui, cet acheteur, je le trouve où, quoi? Comment je fais pour trouver mon acheteur? André nous disait, moi, j'ai été contacté 2 ans après la création de l'entreprise par un cabinet, et puis je suis resté en relation en permanence avec eux. Mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme moyen pour trouver un acquéreur? Alors, juste pour préciser, ça génère beaucoup de confiance. Quand on a échangé avec un organisme pendant plusieurs années, qu'on a vraiment des relations privilégiées avec eux, au moment de passer le cap de la session, parce qu'on se pose la question quand même, mais qui c'est qui va me gérer ça? Est-ce que c'est sérieux? Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment très, très important, là aussi, d'anticiper et de savoir avec qui demain on peut peut-être céder son entreprise. Oui, Agathe et François, peut-être nous donner des éléments d'expérience que vous avez, les cédants que vous accompagnez, comment ils ont fait pour trouver leur repreneur. Et il y a peut-être aussi un lien avec les différents professionnels qui entourent le chef d'entreprise et les différents conseils qu'il peut avoir. Et ça rejoint aussi la question de la valorisation, c'est-à-dire que mon expert comptable a peut-être une vision très comptable de la valeur de mon entreprise, mais d'autres de mes conseils vont peut-être avoir une autre vision. Alors effectivement, nous, les transactions qu'on accompagne, elles sont souvent le fruit de relations de confiance. Comme le disait André, ce sont des gens qui sont partenaires, prestataires, fournisseurs, concurrents, confrères. Ce sont des gens qui nous sont présentés par les experts comptables, par les avocats. C'est-à-dire que ce sont des gens qui gravitent déjà autour des cédants depuis un certain temps. Et ce qui, toujours dans le sujet de l'anticipation, permet le confort, puisqu'effectivement, c'est un peu plus rare, en tout cas sur l'expérience qu'on a, d'avoir quelqu'un qui arrive de nulle part et qui procède à un achat. Nous, on l'a vu une fois, on revenait à ce que Manuel disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une survalorisation de l'entreprise parce qu'elle avait quelques contrats qui permettraient de pénétrer un marché. Donc le sujet n'était pas le prix, c'était que l'acquéreur, lui, voulait rentrer sur un marché. Donc ce n'était pas son sujet. Sinon, c'est les relations qu'on entretient avec ses salariés, parce qu'ils sont parfois repreneurs, après ça dépend des tailles aussi d'entreprise, mais généralement on connaît son marché, même pour les clients de l'industrie qu'on accompagne, ils savent aussi qui pourrait être intéressé par une reprise. C'est rarement le cas des salariés dans ce cas de figure, mais ce sont les conseils qui vous entourent, votre expert comptable qui vous accompagne, votre avocat qui vous a suivi des années parce qu'il connaît du monde dans un environnement. Souvent, on travaille sur des marchés, et ces marchés, même en tant que conseil, on les apprivoise presque autant que les clients sur leur domaine.
Oui, Agathe, quelque chose à rajouter sur cette notion, si je comprends bien, qu'il y a avant tout du réseau et du réseau ouais, que ouais. C'est pas évident, c'est toujours le sujet un petit peu compliqué parce qu'en plus on se heurte à ben oui, mais j'ai pas envie de dévoiler les éléments de mon entreprise à quelqu'un que je connais, qui est peut-être mon concurrent. Oui, certes, il est peut-être intéressé par racheter mon entreprise, mais j'ai pas trop envie quand même de lui ouvrir mes placards, quoi. Donc c'est toujours très compliqué. On a aussi, bah, comme disait Monsieur Festou, les agences spécialisées dans la transmission d'entreprise, qui sont diverses suivant la taille de votre entreprise ou le réseau. La chambre de commerce qui a aussi son pôle en la matière. Il n'y a pas une réponse unique, c'est assez varié et j'avoue que moi je trouve que c'est toujours le sujet compliqué et pour les clients et quand ils nous demandent, on ne sait jamais trop, mais il faut avoir les oreilles ouvertes, en parler sans dévoiler non plus trop. Et puis, alors, dans les étapes de la transmission, là, je le dis tout de suite, quand ça commence à se préciser dans les négociations avec un acheteur, avant de lui livrer les informations sur votre entreprise, prenez bien la précaution de faire signer un premier acte qui s'appelle un engagement de confidentialité. Vous ne donnez aucun document sans que la personne ait signé ce document qui vient lui faire promettre qu'elle ne divulguera jamais rien, qu'elle n'utilisera pas à des fins personnelles les informations de votre entreprise si la cession ne se fait pas. Et si après vous arrivez à prouver qu'elle vous a pompé votre fichier client en se faisant passer pour un acheteur, vous aurez cette lettre de confidentialité dans votre dossier pour malheureusement peut-être l'emmener au tribunal pour en être indemnisé. Voilà, je ne sais pas si Emmanuel, tu veux dire quelque chose d'autre sur comment trouver l'acheteur. Je n'aurais pas forcément grand-chose à rajouter sur ce sujet-là. Oui, en fait, le repreneur, ça peut être une personne effectivement dans l'entreprise. Alors, ce que je vois, moi, c'est qu'il ne faut pas mettre de côté, quand on est chef d'entreprise, il ne faut pas mettre de côté la solution du salarié qui peut prendre la suite. J'entends très, très souvent les chefs d'entreprise dire non, ça ne peut pas être mes salariés. Non, ça ne peut pas être un salarié. C'est pas possible, c'est pas possible. Ils ne sont pas prêts, ils ne savent pas faire, ou ceci ou cela. Et il y a des moyens pour justement aider les salariés à prendre la suite de l'activité. Donc, il ne faut pas du tout écarter cette solution. Ça peut être, à mon sens, une bonne piste, parce que pour la pérennité de l'activité, c'est aussi souvent plus efficace quand c'est repris en interne. Et puis, alors, quand c'est en externe, soit c'est une personne physique, soit c'est une personne morale, une entreprise en croissance externe. Et là, en fonction des secteurs d'activité, eh bien, faut savoir qu'il y a pas mal de candidats à la reprise d'entreprise. Voilà. Pour des entreprises du secteur de l'industrie, en gros, si je résume un peu, si je caricature un peu le marché, on a 5 candidats à la reprise pour une entreprise du secteur d'industrie, on va dire, de façon générale. Donc, il y a des secteurs d'activité qui sont très, très recherchés. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus compliqués ou là, pour lesquels c'est plus difficile de trouver des repreneurs. Mais après, ça fait partie du rôle, justement, des conseils de savoir où chercher et de savoir comment présenter l'entreprise pour identifier les meilleurs repreneurs. N'oubliez pas non plus la piste de la cession échelonnée, notamment si c'est avec des salariés, il est possible de céder des paquets de titres petit à petit. Voilà, vous pouvez vous dire, oh, ils n'ont pas les moyens de racheter tout d'un coup. Eh bien, peut-être pas, mais auquel cas, on crée une holding de reprise, éventuellement vous êtes dedans, ça donne en plus confiance aux banques. Et la transmission, alors là, on est plus dans une transmission que dans une vente. Je touche mon chèque, je m'en vais et débrouillez-vous. L'accompagnement se fait sur du long terme et vous les intégrez petit à petit et les possibilités financières et les montages juridiques existent pour que ça puisse se faire plus facilement, même si a priori, ils n'avaient pas un apport phénoménal. Ça peut permettre aussi de sécuriser sa vente, de procéder comme ça, parce que on connaît à peu près les valeurs de nos entreprises aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qu'elles vaudront dans une dizaine d'années, par exemple. Donc, on peut faire, si je veux matérialiser, je peux faire un OBO pour matérialiser immédiatement, mais je ne suis pas vraiment vendeur. Mais accompagner un salarié qui reprend, alors 10% par an pendant 10 ans, 20% par an pendant 5 ans, ça peut aussi permettre de sécuriser un peu son prix de vente.
comment dirais-je, sans hypothéquer le travail que vous allez fournir sur les 5 ou 10 prochaines années encore, tout en accompagnant au bout de quelques années les dividendes des premiers pourcentages transmis, évidemment s'il y en a, permettront de racheter le reste. Et donc un vendeur qui se dit aujourd'hui, moi ma valeur est l'entreprise, mais mon entreprise a une valeur, mais demain je ne sais pas laquelle, bah, ça permet peut-être, à défaut de savoir si on aura 100%, de sécuriser peut-être 80% de la valeur de son entreprise d'un instant T, si on sent qu'on est sur un marché qui est évolutif. Et puis, ça permet aussi peut-être de faire évoluer votre entreprise. Là, on est beaucoup sur le numérique, la digitalisation, etc. Quand on est en fin de carrière, ce n'est pas forcément un sujet évident. Eh ben, commencer à intégrer petit à petit des plus jeunes permet de faire prendre le virage à votre entreprise pour continuer à lui maintenir sa valeur ou voire développer sa valeur. Virage que tout seul, vous n'auriez peut-être pas réussi à prendre parce que ça ne vous intéresse pas ou vous êtes un peu dépassé, ce qui arrive quand même avec ces sujets-là vite, malheureusement pour nous. Ce qui veut dire donc que quand je vends, il faut aussi que je m'intéresse à mon acheteur et à comment il peut racheter financièrement mon entreprise. Donc, on était sur le sujet de réussite de cession, mais la réussite de ma cession, elle dépend aussi de la réussite de mon acquisition et donc de son financement et de qui me rachète. Donc, de ne pas négliger je dirais, peut-être pas cette dernière étape, mais cette étape de recherche du repreneur et des conditions dans lesquelles il va reprendre. Et ce que vous évoquez là, c'est le fait de dire, moi, en tant que chef d'entreprise qui cède, j'ai aussi la possibilité d'accompagner mon repreneur dans certains cas, que ce soit des salariés ou autres. De façon à conclure cette table ronde, nous pouvons prendre quelques questions. Si certains d'entre vous ont des questions, on vous passe le micro. Oui, Émilien. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Et moi, une constatation absolue, c'est que tu étais chez moi hier pour la visite d'une de mes entreprises. Et je l'ai annoncé officiellement hier. Aujourd'hui, je suis agent général d'assurance. J'ai une agence à Lisieux et à Deauville que je suis en train de céder et je pars au 31 juillet. Ça a surpris beaucoup de monde et c'est pas fini, je pense. Et donc, je suis moi-même en réflexion pour acheter une entreprise qui n'a rien à voir avec le milieu de l'assurance. Et la grosse difficulté, vous venez de l'évoquer, c'est de trouver des personnes qui puissent nous mettre en lien avec des gens qui sont vendeurs. Et on dit souvent, enfin moi je constate, une entreprise, on sait qu'elle est à vendre une fois qu'elle est vendue, quoi. Donc, et dans mes portefeuilles, j'ai vu des gens qui étaient en recherche d'entreprise comme moi aujourd'hui et qui sont passés à côté d'entreprises qui ont fermé 15 jours avant, quoi, avant qu'ils m'en parlent. Et des belles boîtes, hein, pour des départs en retraite parce que ce n'est pas des communicants forcément dans l'artisanat, etc. Donc moi, le premier, à l'instant T, c'est compliqué de trouver des entreprises à reprendre sur un secteur géographique, etc. Des experts comptables, j'en connais plein, des avocats, etc. Et pour autant, il n'y a rien vraiment qui centralise, on va dire, des annonces, un peu pas comme le Bon Coin, hein, on ne peut pas aller jusque-là. Mais je vois le CRA que je connais bien. Bon, bah, y a des gens sur le terrain, mais c'est compliqué de les joindre et eux-mêmes, des fois, n'ont pas toutes les informations. Les CCI, j'ai aussi des contacts. Pour autant, on n'a pas vraiment des personnes extrêmement dédiées sur notre territoire. Moi, pour ce qui est le cas au Pays d'Auge, Lisieux. Voilà, donc on est un peu lâché dans la nature et c'est la volonté de rechercher l'entreprise existe, mais il est compliqué de trouver des gens. Voilà. C'est beaucoup un marché caché aussi parce que les dirigeants qui commencent à avoir envie de vendre n'ont pas envie de se révéler tout de suite parce que ça a une échéance un peu plus tard. Si on dit moi je serais bien à vendre, alors là c'est panique totale et en interne et les clients. Enfin, c'est très compliqué parce que ça déstabilise. Oui, ça déstabilise potentiellement l'organisation interne, le business. Donc c'est beaucoup des marchés cachés finalement. Oui, en fait, vous n'êtes pas avec ça, mais c'est vrai que du coup, en chambre de commerce, on est très sollicité justement par pas mal de candidats à la reprise, personnes physiques et personnes morales aussi. Et c'est toujours la question qui nous est posée. Est-ce que vous avez une liste d'entreprises à reprendre ? Et en fait, non, on connaît des personnes, des chefs d'entreprise qui souhaitent céder leur activité, mais d'avoir une liste exhaustive, je pense que personne n'est capable de l'adresser, en fait, pour les raisons justement de confidentialité et de risque de données divulguées ou autres. Et pour reprendre, je me souviens d'un chef d'entreprise qui est aujourd'hui chef d'entreprise et qui était dans la démarche de reprise d'entreprise,
Et à l'occasion d'une intervention, il nous avait dit le repreneur, en fait, pour que ça fonctionne, pour son projet de reprise fonctionne, il faut que ça soit un travail à temps plein. Il faut qu'il passe ses journées entières à chercher l'entreprise, la perle rare. Et il faut aussi que du coup, il active tous les contacts qu'il a à disposition pour qu'à un moment donné, un contact vienne le voir et lui dise bah, écoute, j'ai compris ce que tu veux rechercher comme type d'entreprise. Bah, voilà, j'ai peut-être une information pour toi. Et c'est peut-être cette information-là que vous allez pouvoir capitaliser. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'il faut réussir à activer plein d'options différentes. Et puis ensuite, il y a l'approche directe aussi, hein, le fait de bien, pour vos conseils, de bien connaître votre projet et d'être en capacité de pouvoir solliciter les entreprises directement. Donc ça, c'est ce qu'on commence à proposer un petit peu. Il y a pas mal d'agents et autres qui font ça, c'est-à-dire que vous leur dites je cherche une entreprise dans tel secteur d'activité ou telle zone géographique de tel business, et eux, pour votre compte, ils vont aller frapper aux portes pour dire est-ce que vous êtes à vendre, j'ai un acheteur. Ça, vous ne pouvez pas le faire vous-même en direct, c'est compliqué, mais il y a des agences qui procèdent comme ça, quoi. Je vous propose qu'on conclue. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est plus un sujet, je dirais, psychologique sur la cession et la transmission d'entreprise. Et donc, il y a un atelier tout à l'heure avec Gérard Baglin sur ce sujet. Et donc, Gérard, je vais juste te demander de présenter rapidement le sujet. Oui, donc André a parlé de préparation mentale, et c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué de transmettre son entreprise, parce que vous, chef d'entreprise, vous êtes attaché à votre entreprise. Pardon ? Ah, oui, vous êtes attaché à votre entreprise parce que vous l'avez créée. Et cette entreprise, finalement, c'est un peu l'œuvre de votre vie. Et au moment de transmettre, justement, ça peut créer des freins, des angoisses un peu, qui sont cachées, qui ne sont pas forcément dites. Et moi, mon travail, c'est d'accompagner justement la transmission d'entreprise dans ces moments-là. Alors, préparer le cédant, parce que c'est jamais facile de céder, de faire le deuil de son entreprise. Préparer aussi le repreneur, hein, effectivement, parce que c'est jamais facile pour un repreneur de prendre quelque chose qui a existé, hein, et comment j'ai réussi à m'intégrer avec les salariés. Et puis aussi, c'est une zone de fragilité, un moment de fragilité avec les salariés. Et donc, mon travail, c'est effectivement d'accompagner tous ces enjeux psychologiques de la transmission du cédant, de l'entreprise et du repreneur. Voilà, donc j'interviens scène 6 à 12h30. Merci en tout cas, Michael. Merci Gérard. Mais merci à vous, et nous vous souhaitons une bonne continuité dans le festival. Profitez de ce moment justement pour essayer d'échanger avec un maximum de personnes pour trouver les pistes nécessaires dont vous avez besoin. Merci à tous.